Pour le prochain projet, les investisseurs pourraient se laisser tromper par les apparences. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on continue les qui veut être mon associé. Et quel plaisir d'être dans ces émissions. Enfin, ça m'avait manqué. Alors, je n'ai absolument rien regardé. Je sais pas si au cas où tu te rappelles plus comment ça se passe. En fait, je récupère les émissions et puis je les lance sans aucune connaissance. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu m'entends, je découvre les passages que je cut. Et je te donne, non pas mon avis, mais j'essaye de détailler et d'analyser ce qui se passe. D'abord pour te montrer que déjà, et c'est hyper important, ces émissions, elles ont un objectif. Te montrer que tu peux créer ta boîte. Quand tu vois ce qu'ils font, tu peux le faire. 100% des gens qui passent dans cette émission, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Donc déjà, tu peux créer une boîte, tout le monde peut le faire. Et deuxièmement, tu peux lever de l'argent. Après, tu peux ne pas être d'accord, tu peux, voilà, tout un blabla, mais que tu te racontes à toi-même en fait. C'est tes petites histoires à toi, ça ne me regarde pas. Mais l'objectif de ces émissions, c'est de te montrer que tu es capable, à minima, de faire la même chose qu'eux. La même chose. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison. Et sans plus de transition, je te rappelle l'usage avant d'attaquer l'émission. Alors comme d'habitude, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, je te rappelle que ces podcasts ont besoin d'un avis et des étoiles pour exister, pour se diffuser. Parce que les podcasts, ça ne se partage pas aussi facilement qu'une vidéo YouTube ou je ne sais quoi. Donc je compte sur toi, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Et maintenant, sans plus de transition, Patrick, envoie cette nouvelle émission de Qui veut être mon associé. Je m'appelle Ludivine Romary, j'ai 27 ans et je viens de Bordeaux et je suis entrepreneur depuis 1 an et demi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai eu une idée à l'école. Pour valider mon Master 2, je devais créer ce qu'on appelait une start-up innovante. Je ne savais pas du tout de quoi on parlait à ce moment-là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et après, je me suis lancée toute seule pour développer, pour aller au bout de ce projet qui n'était qu'étudiant finalement. Bon, alors deux choses. La première qui fait écho à la précédente émission, décidément, elle était étudiante, elle a un projet, elle a juste poussé le projet. Au lieu de pousser la porte d'un magasin pour se faire embaucher, la porte d'un bureau pour poser un CV, enfin j'en sais rien, pousser un truc pour essayer d'obtenir un travail, elle a juste pris une idée qu'elle avait en tant qu'étudiante et elle a essayé d'en faire une entreprise. Je te l'ai déjà dit la semaine dernière, je ne vais pas y rester des heures, tu as déjà ça en toi, fais juste la même chose. Easy, facile, c'est voilà, tu prends ce qui te passionnait quand tu étais jeune, tu essaies d'en faire une boîte et déjà tu as de la matière pour te lancer. Par contre, on va s'arrêter sur le deuxième point où là, c'est un peu plus délicat de mon point de vue. Qu'est-ce qui est délicat? C'est très simple. En fait, elle dit on va essayer de créer quelque chose qui n'existe pas. En fait, quand tu te lances dans quelque chose qui n'existe pas, tu prends un énorme risque. C'est justement qu'il n'y ait pas de marché. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément la concurrence, mais la concurrence, ça a au moins le mérite de te valider l'existence d'un marché. Et quand tu vas sur un marché où il y a de la concurrence, finalement, tu prends très peu de risques. Quand tu te lances dans quelque chose qui n'existe pas, ton plus gros risque, c'est que ça n'existe pas pour une raison. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a personne, c'est parce qu'il n'y a rien à gagner en fait. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, si j'ai un conseil à te donner en tant qu'entrepreneur débutant, tu entends très souvent cette phrase et pourtant je vais la répéter parce que malheureusement elle est vraie. N'essaye pas de réinventer la roue. Prends quelque chose qui marche, essaye de t'en inspirer, de ne surtout pas copier. Tourne autour tout en faisant avec ton propre style, ta propre patte, ton propre produit. Mais te lancer comme ça dans quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment qui tout double. Soit tu es le premier sur un marché, tu vas capter toute la valeur et tu vas encaisser le jackpot et bravo à toi. Mais crois-moi, c'est difficile, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Soit le marché est vide, pas pour aucune raison. Enfin, je veux dire, s'il n'y a personne, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien à gagner. Et dans ces cas-là, tu vas perdre du temps, de l'argent, de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, plus vite tu ouvres les yeux, plus vite tu pourras passer à la vitesse supérieure. Moi, j'aimerais prouver que en étant toute jeune, en étant une fille dans la tech, sans compétences, c'est faisable en fait. Et qu'en s'entourant, on peut créer quelque chose de super chouette. Encore deux choses, et ce n'est pas le même passage que l'autre. Premièrement, ne cherche jamais à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça, c'est malheureusement, je la critique pas. Elle a l'air super et tout, et j'ai hâte de voir quel est le produit.
Je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais ne cherche à prouver rien à personne, si ce n'est qu'à toi-même, ce qui est déjà largement suffisant. Mais je veux avoir raison, j'essaye de prouver que j'ai raison, je veux prouver ceci. Non, c'est pas des... pour moi, c'est pas une motivation. Alors, ça peut être une motivation, je suis un peu embêté, mais je trouve que voilà, c'est pas la meilleure des démarches. Il y a, je pense, des démarches plus simples et qui vont moins être dans la confrontation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut prouver qu'en fait, elle ne s'y connaît pas dans la tech et qu'elle peut faire des choses en déléguant tout. En fait, c'est une extrêmement bonne démarche entrepreneuriale, ça. Les entrepreneurs, parmi les plus gros défauts de tous les entrepreneurs, c'est d'avoir du mal à déléguer, de ne pas arriver à déléguer, enfin d'avoir un problème avec la délégation. Quand tu te lances dans un domaine où tu ne maîtrises rien, bah, tu as l'obligation de passer par la délégation. Et c'est presque, j'ai envie de dire, providentiel. C'est presque même bien. Parce qu'au moins, tout de suite, tu n'as pas la compétence. Donc, tu es obligé d'apprendre à travailler avec les autres et d'apprendre à faire appel aux bonnes personnes. Parce que la difficulté quand tu travailles avec les autres, ce n'est pas la difficulté que tout le monde entend, enfin que tu entends chez tout le monde, pardon, qui consiste à dire « Oui, j'arrive pas à trouver un salarié, j'arrive pas à embaucher, j'arrive pas à trouver ceci ou cela. » Non, c'est en fait… La vraie difficulté, c'est d'apprendre à construire ton cahier des charges, à trouver le bon prestataire qui appliquera selon tes desiderata, et bien finalement, la méthode, la manière, la façon de faire que tu attends sur le produit que tu conceptualises. Et ça, c'est une vraie compétence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tardent à la développer. Elle l'a développée d'entrée de jeu et elle a eu raison en fait. Même si c'est très contre-intuitif. Après, on est bien d'accord, je veux quand même le préciser. Si tu n'as pas d'argent, tu ne délègues pas. Quand tu as de l'argent, tu délègues. Le point central derrière tout ça, c'est bien évidemment d'avoir les moyens de ses ambitions. Je m'appelle Ludivine Romary, j'ai 27 ans et j'ai fondé la start-up Mayeli. Mayeli. Vous entendez sur mon téléphone une alerte qui émet une alerte sonore. La musique d'Eric. Et je pense que vous avez dû recevoir sur vos téléphones, comme je l'entends, un appel automatique. Je vous invite à décrocher. Allô? Urgence est en insécurité. Veuillez contacter immédiatement la police. Et également à lire le SMS qui est inscrit sur vos téléphones. Je me suis fait agresser. Si je ne réponds pas, appelle vite la police, Ludivine. Vous avez également mon lien GPS sur ce SMS. Et on reçoit bien la position, effectivement. Voilà. De là où on se trouve actuellement, enfin, de là où vous vous trouvez. Exactement. Donc vous l'aurez compris, Mayeli, c'est un bijou connecté qui permet d'alerter ses proches en cas d'insécurité au quotidien. Comment ça fonctionne? Je clique, comme je viens de le faire, une fois sur mon bijou et j'envoie un SMS accompagné de ma position GPS et un appel automatique directement envoyé à mes proches. Mais il y a aussi une double fonctionnalité sur ce bijou-là. C'est un système de réassurance pour mes proches. Lorsque je double-clique, je vais renvoyer un SMS qui va permettre de vous rassurer. Je pense que vous avez reçu mon SMS. Oui, je l'ai reçu. Je suis bien rentré. Je suis bien rentré. Ludivine, urgence. Donc, tu peux à la fois alerter et à la fois rassurer. Vous le voyez peut-être à l'écran. Voilà, ça c'est mon application mobile. Je vais donc personnaliser mes contacts et mes alertes dans l'espace Mon compte. Je clique sur Mes contacts et je peux à la fois renseigner juste ici le numéro qui s'affiche sur vos portables, mais également le SMS que je renseigne à l'intérieur. J'ai plusieurs fonctionnalités qui est l'alarme sonore et l'enregistrement audio de la situation environnante d'insécurité. Et je peux également personnaliser mon double-clic que Donc je tu vous peux ai envoyé enregistrer juste avant. l'environnement. Exactement. Bon, alors je suis dubitatif, j'interviens tout de suite parce que d'un côté, je comprends. Voilà, je veux dire, le produit est simple, facile, t'es agressé, t'appuies sur un bijou, bon voilà. Spontanément, ce qui m'est venu quand elle a expliqué le produit, c'est de me dire, ah oui, mais si on vole le bijou, en fait, si tu te fais agresser et que finalement l'agression a pour but de te dépouiller de tes bijoux, ben, l'usage est terminé. Alors tu me diras, c'est ce que je me suis dit aussi aussitôt que j'ai pensé comme ça, je me suis dit, mais en fait, tu as le temps d'appuyer sans que la personne sache forcément ce que c'est. Ce qui m'amène à ma dernière réflexion. Alors là, je te délivre brut ma réflexion sur tout ça. Je me dis, en fait, ton erreur, c'est de passer à la télé, en fait. Parce que l'intérêt du bijou, c'est que personne ne connaisse l'usage de ce bijou. Donc, pourquoi tu vas communiquer à la télé l'usage du bijou qui est intéressant dans la mesure où tu n'en connais pas sa capacité? C'est-à-dire que moi, demain, je suis un malfaiteur.
Je sais pas que ce bijou, quand on appuie, il informe la police et tout que je suis en train d'agresser. Et qu'en plus, je suis géolocalisé parce que le mec se barre avec le bijou. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il est suivi. Ben voilà, pas de problème. Là, le gars, il a regardé la télé, il le sait, c'est ballot. Alors bon, tu me diras, il faut regarder cette émission, c'est sûr. Mais d'un côté, j'arrive pas à m'empêcher à me dire que médiatiser cet outil, c'est pas la meilleure idée qu'elle ait eue. Je suis mitigé. On est en début d'émission, je vais la laisser parler. Je te le dis, je n'investirai pas là-dedans, malgré que j'en vois l'utilité et l'usage. D'abord, la première chose qui me vient aussi, c'est que ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a plus d'agressions que d'autres. Ensuite, ça dépend de la population à laquelle tu t'adresses en fonction de là où elle vit, parce que tu as des pays dans lesquels il y a des agressions, mais selon où les gens vivent, le niveau d'agression n'est pas le même. Donc malgré que tu aies des pays où il y a beaucoup d'agressions, dans ce même pays, certains sont plus soumis à l'insécurité que d'autres en fonction de leur lieu de vie. Et enfin, je sais pas, je trouve pas qu'un bijou qui ait cette fonctionnalité-là ait un intérêt, parce que ça va amener une surfacturation sur le bijou, et d'un autre côté, quand tu t'achètes un bijou qui déjà coûte cher, j'ai hâte de voir le prix d'ailleurs, tu n'as pas envie de payer une fonctionnalité numérique. En tout cas, moi, dans les bijoux, ce que je trouve d'intéressant, c'est justement que c'est encore un domaine qui n'a pas été numérisé, si je peux employer ce terme. Alors après, ça reste que mon avis personnel, mais je ne sais pas. Là, tout de suite, pourtant, j'adore les bijoux, mais j'y vois pas un intérêt dans le fait de connecter aux bijoux un côté numérique. Il y en a qui adorent ça, c'est pas mon cas malheureusement. Mayeli aujourd'hui, donc c'est 10 mois de commercialisation, c'est 1500 utilisateurs, pas que des femmes, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on me pose comme question. On a aussi ce modèle pour les hommes, mais aussi beaucoup d'enfants. Un cas typique, une jeune adolescente qui fait des crises d'épilepsie à répétition et qui va pouvoir alerter jusqu'à 5 de ses contacts et non pas juste ses parents qu'il lui est arrivé quelque chose. Et je suis là aujourd'hui pour vous demander un investissement de 150 000 € pour environ 5% de la société. Environ. Environ. Ça veut dire 10. On peut peut-être rester sur ce environ. On a réalisé une première levée de fonds au mois de mai dernier. Une levée de fonds de 350 000 € pour 8% de la société. Donc on a déjà eu une première valorisation au mois de mai dernier. Ça fait 6 mois maintenant et aujourd'hui on a une étape clé, c'est la distribution de nos bijoux et d'une gamme de 10 produits, dont ce petit nouveau qui est un collier qui n'existait pas encore sur le marché. Mayeli. Oui. Le nom. Mayeli. Pourquoi? La défense connectée, les valeurs fortes de l'éléphant, l'intelligence, la force de l'éléphant qu'on veut nous redonner aux femmes un peu au quotidien, de se sentir sereine et confiante dans n'importe quel déplacement du quotidien. C'est assez intelligent. Est-ce que tu y as pensé suite à une mésaventure ou c'est un truc qui t'est venu comme ça? La petite histoire, c'est que j'ai été victime d'un incendie chez moi, fin 2018. Ma voisine a mis le feu à mon immeuble, donc je me suis retrouvée un peu sans rien. Et pendant un mois, je ne saurais absolument pas expliquer pourquoi, mais je me sentais pas du tout bien dans les lieux publics. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je développe ce bijou parce que j'en ai vraiment besoin. Et si moi, j'en ai besoin, il y a peut-être des milliers de personnes qui en ont besoin, surtout dans Mais d'accord, les boutons d'alerte, ça existe déjà. Oui, le marché, on va dire, des bracelets électroniques en général, pour les femmes, c'est pas très beau. C'est souvent du plastique, du caoutchouc, du silicone. Et moi, je me suis dit, on va switcher et on va vraiment se concentrer d'abord sur l'usage d'un bijou avant de penser l'électronique. Alors je vous invite, je pense que vous avez un bijou devant vous, et je vous invite à toucher le bijou. C'est joli, hein? Oui, tout à fait, c'est très joli. C'est très joli. Ce qui est bien aussi, c'est que ça se voit pas. Souvent, t'appelles quand le problème est en train de se passer. Moi, j'ai des boutons d'alerte, mais c'est vrai qu'ils sont sur un porte-clés. Oui. Et si t'es une femme qui est en train d'être agressée ou t'as quelqu'un qui commence à être un peu violent, c'est très flagrant d'aller dans ton sac à main, de sortir quelque chose. Ouais, alors si c'est un bijou, tu peux le... Bien sûr. L'agresseur va pas le voir, quoi. Tu touches, c'est normal. C'est vraiment sympa. Ouais, ça se porte... Ça se porte bien, c'est élégant. Tout à fait. Donc, pour donner l'alerte, il faut cliquer 2 fois, c'est ça? Une fois. Ah, une seule fois pour l'alerte et un double clic pour dire je suis bien rentrée, tout va bien. Ah oui, ça peut prêter à confusion. Faut pas se tromper. En revanche, quand on est vraiment stressé. Alors, nous, on communique toujours dessus de manière à 1 clic j'alerte, 2 clics je rassure. Je le précise directement, mais c'est vrai que l'usage bouton pour enfants, ça m'avait traversé la tête, mais je veux aussi le préciser parce que c'est hyper important. Moi, j'ai une petite fille
Et en fait, le défaut, ou en tout cas ce qui fait souffrir ce produit, c'est qu'elle est en concurrence avec les AirTags. Moi, ma fille, on lui a donné un bracelet, où dans le bracelet, il y a un AirTag de chez Apple. Et donc, en fait, c'est hyper simple pour nous d'avoir le même usage finalement que son bracelet au travers d'un AirTag. Tu achètes un lot de AirTags que tu configures avec des téléphones. Tu fous ces AirTags après dans des bracelets que tu peux acheter en caoutchouc ou dans différentes matières où tu peux mettre ton AirTag à l'intérieur. Et c'est vrai que j'entends tout ce qu'elle explique, mais je me dis, bon, le problème principal que je vois derrière, encore une fois, le produit qu'elle propose, c'est que je ne suis pas convaincu que les clients soient au rendez-vous. Alors certes, elle dit j'ai 1500 clients. Mais 1500 clients par rapport au degré d'agression que l'on retrouve, je vais prendre par exemple en France, hein, on est dans les 1650 agressions par jour. Agressions par jour. Soit 600 000 agressions par an. Et on parle d'agressions physiques. Ce que je viens de te dire, c'est le nombre d'agressions c'est le nombre d'atteintes à l'intégrité physique que l'on a en France. Excuse-moi, j'ai eu du mal à dire le mot. Ok ? Donc, c'est énorme. Et là, elle te dit, j'ai 1500 clients sur les 10 derniers mois. Ça ne va pas du tout. Elle devrait avoir 1500 clients par jour. Je ne pense pas, malheureusement, que le produit tel qu'il est présenté là réponde aux besoins de la population, même si, je suis navré de le dire aussi, comme l'a dit Anthony Bourbon, c'est quand même plus discret d'appuyer sur un bracelet dont personne ne connaît l'usage, mais malheureusement, elle est passée à la télé. Ce que je répète qui n'est pas une bonne idée dans ce cas précis, mais c'est comme ça. Donc voilà, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est plus discret, ça correspond plus, je pense, à ce que l'on devrait avoir. Sauf que, et tu vois, en écoutant l'émission, la réflexion s'est faite toute seule dans ma tête. J'arrive pas à m'enlever de l'esprit que le problème des agressions en France ne doit pas être réglé par un objet, mais réglé par les autorités compétentes. Moi, je tends à aller ou à espérer que mon pays va régler ce problème par la police et l'éducation de la population et tu vois tout ce que j'essaye de sous-entendre. Non pas par j'ai un bouton, j'appuie et quelqu'un va peut-être réagir parce qu'il y a un autre problème que je perçois, c'est ok j'appuie, elle reçoit un texto mais elle fait quoi? Elle appelle la police, enfin tu vois, je suis en train de me faire agresser, c'est urgent. Je sais pas, il y a un truc, j'ai pas d'affinité avec le produit. Alors après, c'est toujours pareil, quand tu n'as pas d'affinité avec un produit, tu vas trouver toutes les raisons du monde de ne pas l'aimer. Donc je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Moi, le produit ne m'emballe pas. Je trouve que le chiffre et les chiffres qu'elle amène ne sont pas convaincants au regard des chiffres des agressions en France. Si son produit répondait à la problématique, elle en vendrait beaucoup plus. Elle n'aurait pas que 1500 clients. Et enfin, il y a un dernier souci qui me dérange, mais qui en même temps me plaît avec le produit. Comment tu le recharges? Il va falloir quand même qu'elle en parle, parce qu'il y a une nécessité d'électricité, j'imagine, qui doit créer des contraintes qui ne doivent pas être simples à gérer. Deuxièmement, comment elle vend? Parce que si elle vend une fois à son client et que c'est terminé, ce n'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a un service additionnel? S'il y a un service additionnel, ça fait que le produit finit par te revenir très cher. En gros, imagine, tu payes le produit un prix et derrière, tous les mois, tu dois payer un abonnement pour avoir le service. Ça fait cher le bracelet. Donc tout ça, ça fait que même si on n'est pas encore rentré dans les chiffres, je ne suis pas très emballé. Après, je suis peut-être médisant sur la manière dont ça fonctionne. On va le voir de suite. Mais en attendant, j'ai un gros doute. Et donc vous avez 1500 utilisateurs, mais c'est 1500 finalement clients. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de prix, de marge? Bien sûr. On commercialise donc pour le moment les bracelets qui sont tous à 95 €. Pas de différenciation, les modèles cordon, le jonc, peu importe, le modèle homme également. Le pendentif autour de 140 € à peu près. Pour les marges, on fait un x3, c'est-à-dire que nous, on a à peu près un coût de production des bracelets notamment à 20-25 €. Et sur le coût de fabrication, quelle est la part de l'électronique? Alors de mémoire, je crois qu'on est à 6,30 sur les cartes électroniques. Le reste, c'est le bijou. Les cartes électroniques, elles sont fabriquées à Bordeaux. Ok. Et c'est vous qui l'avez fabriqué? Vous avez pris quelque chose qui existait? Non, on l'a fabriqué. C'est votre concept? Ah oui. Quelles sont les projections de chiffre d'affaires en 2022, 2023, 2024? D'ici fin 2023,
On sera à peu près à 380 000 et j'aimerais qu'on atteigne les 550, je crois que j'avais mis 550 000 en 2024. Le modèle, c'est un achat unique pour le moment. Tout à fait. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment de réussir à créer de la récurrence. Oui. La seule chose possible que je vois, c'est au-delà d'en acheter un deuxième à un proche ou à de la famille, faire un abonnement. Oui. Vous pouvez payer en plus avec votre bracelet. Des options supplémentaires. Voilà. Autoriser des options qui sont on top de ce que vous avez déjà avec ce bouton de sécurité. Et là, ça vous change complètement le modèle parce que vous voyez, si vous arrivez à faire payer 10 € de plus aux 1500 utilisateurs chaque mois, c'est game changer pour votre business plan. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même la valorisation donc, que tu demandes et que tu as obtenue déjà la précédente. Parce que grosso modo, si mes calculs sont justes, donc, le dernier tour de table, c'était autour de 2 millions d'euros. 1,5 million. 1,5 million. Et là, tu serais sur 3 millions. C'est ça. Bon, déjà, les 1,5, bravo, parce qu'ils n'étaient pas faciles donc, à aller chercher. Je vais faire comprendre à des investisseurs, des business angels ou de la love money, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, qu'il y a une suite qui est juste immense en termes de techno, en termes de business model, en termes de cible et en termes de marché. Donc on a commencé il y a 1 an, où on a intégré notre CTO et un investisseur bordelais, un tout petit investisseur. Puis après, on a recommencé en janvier dernier avec 3 investisseurs qui nous ont rejoints. Donc on est 8, qui sont bons aujourd'hui. Quand même. Et tous avec une casquette bien particulière. Moi, ça me tient vachement à cœur. C'est pas juste un chèque qu'on signe et tu me donneras tes chiffres tous les mois avec tes rapports. Aujourd'hui, dans cette équipe-là, les 8, ils ont une casquette tous bien particulière et chacun, il n'y a personne qui empiète sur l'autre. Donc Anthony va dans l'axe que j'ai déjà souligné avant même qu'on arrive à ce point de l'émission, à savoir qu'on est sur du coup par coup et cette activité manque de récurrent. Bon, comme le dit Jean-Pierre, bravo à elle d'avoir réussi à valoriser sa boîte autant par rapport à ce qu'elle demande. Elle demande 150 000 €. Elle vend 95 € globalement l'ensemble de ses gammes. Elle a un seul produit qu'elle vend 140 €. Je ne vais pas commencer à faire des comptes d'apothicaire, mais à date, elle a encaissé 133 000 € de chiffre d'affaires pour une levée de fonds de 350 000 €. Il y a 8 personnes assises autour d'elle. Donc ça veut dire qu'il y a 8 investisseurs qui ont déjà pris place. C'est assez compliqué de venir prendre position à côté d'elle au vu de la situation de l'entreprise. Déjà, moi personnellement, je te le dis, mais ne taxe pas sur ce type de boîte. Elle aurait eu un investisseur qui aurait mis 350 000 €. Bon, j'aurais été plus enclin à dire qu'il y a quelque chose à jouer. Là, il y a 8 personnes, plus elle vient encore chercher quelqu'un. Donc, une 9e personne, bon, elle te dit, elle est gentille, hein. Oui, tout le monde s'entend bien, personne ne se marche sur les pieds. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu un bateau qui avançait correctement avec 9 capitaines. Hein. Donc, il n'y a quand même qu'une seule personne qui prend les décisions. À mon humble avis, ce doit être elle. Et je pense que c'est le cas. Mais malheureusement, tout va bien jusqu'à ce que tout va mal. Ouais, c'est un peu, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être que la 9e personne, ce sera l'élément déclencheur du tout va mal. Je ne le souhaite pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Point hyper important qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a pas, comme il l'a dit, de perspective. En tout cas, elle n'a pas répondu à ce qu'il avait dit Anthony Bourbon quand il a dit « Moi, je voudrais du récurrent, tu t'aurais proposé un abonnement, etc. » Il n'y a eu aucune réponse de sa part. Je n'ai même pas la sensation qu'elle soit ouverte à ça. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est face à une dirigeante qui est très convaincante. Elle croit dans son produit, c'est carré. Moi, j'ai envie de la croire. Enfin, même je la crois. C'est même pas j'ai envie, je la crois. Mais malheureusement, 8 personnes dans la boîte, ben alors là, c'est la douche froide pour n'importe qui. Et ça, je veux que tu le graves dans ta tête. Si tu as une entreprise et qu'à un moment donné, tu veux lever de l'argent, là, je ne te parle pas d'associer, je te parle de lever de fonds. C'est des choses différentes. Tu peux rentrer un associé dans une boîte pour prendre un pôle. Ça, c'est une chose. Mais une levée de fonds, elle ne doit pas être aussi fournie, aussi garnie. 8 personnes qui ont mis aussi peu d'argent, malgré que la valorisation est passée. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a réussi à valoriser une boîte à 1,5 million alors qu'elle fait 130 000 € de chiffre d'affaires. Bon, bravo. Hein. Mais de notre côté, tu as 8 personnes qui ont mis de l'argent. Là, ça fait trop de monde. Moi, personnellement, je pense que personne ne va lever le portefeuille parce que je pense que la configuration est trop compliquée et que toi, tu dois garder et graver dans ta tête ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que tu ne peux pas suralimenter une boîte avec des investisseurs de toutes sortes. Elle l'a très justement dit, love money, investisseurs, indépendants, machin. Enfin,
C'est très bien quand tu as la capacité comme ça à lever de l'argent, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser. C'est comme beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on est capable de faire. C'est pas pour ça qu'on doit les faire. Qu'est-ce qui manque en casquette, alors? voilà. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, idéalement, tu chercherais chez nous quel type de compétences pour t'accompagner? En fait, vous avez tous un profil hyper particulier. L'hardware, le software, le côté très B2C et business model, le côté industrie, le côté étranger, etc. Et en fait, je sais pas vraiment vers qui me tourner. À la fois, j'ai envie de dire, j'aimerais aussi avoir une femme parce que c'est important parce qu'il y a 8 garçons. J'allais dire, moi j'ai été exclu d'office parce que je corresponds à aucun de ces critères. Et en plus, il faut une femme. Donc là, Du coup, t'es barré. écoutez, je vais Il y a un rentrer gros chez moi. X. Moi, je vais parler en premier. En tant qu'exclu de la bordure, donc, je pense que tu as été très directe et très concrète. Je pense que tu as un profil d'investisseur que tu cherches idéalement. Manifestement, je ne suis pas dans les profils manquants à l'équipe déjà existante. Donc déjà, Il est vexé, pas du tout. J'allais ajouter que tu présentes très bien les choses. Évidemment, tu domines complètement ton sujet. Je pense que l'idée est extrêmement bonne. Personne ici pourra dire le contraire. Et ça va rendre des services à plein de gens. Et c'est formidable en fait de dédramatiser en fait l'angoisse potentielle, parce qu'on peut pas vivre que d'angoisse, et donc on sait que ça peut arriver. Donc il faut effectivement avoir une solution, mais le reste du temps il faut vivre de manière légère. Et donc ça résout pas mal de problèmes. Après, je te demanderai peut-être conseil un jour sur une de mes startups sur les valos, parce que tu as l'air très forte sur la capacité à valoriser. Voilà, personnellement je trouve que c'est un peu cher, mais c'est pas le débat, comme tu l'as compris. Donc je ne serai pas de l'aventure, ou comme je l'ai compris, je ne serai pas de l'aventure. Incroyable, tu as vu ce qui a été fait, c'est vraiment très malin. Donc, il y a une chose que je veux préciser à ce stade. Je pense que la présentation ici, elle a été coupée. Je pense qu'il y a des éléments qu'on n'a pas vus, comme dans chaque émission d'ailleurs, je le dis très souvent. Et je pense que dans cette présentation, dans les éléments qu'on n'a pas vus, on a raté aussi des éléments de précision qui ont été apportés et qui font que les investisseurs aient été autant convaincus, ce qui malheureusement n'a pas été mon cas. Par contre, ce que j'ai donc trouvé très malin, c'est cette manière qui a été amenée de dire avec qui tu voudrais aller. Là, c'est assez original. On ne l'a pas beaucoup vu dans l'émission Qui veut être mon associé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que tout le monde prenne position, que ce soit la surenchère, soit le combat de vers qui tu as envie d'aller, et que finalement on soit sur une opposition entre d'un côté la personne qui vient pour lever des fonds et de l'autre côté les investisseurs qui veulent mettre de l'argent, là en fait on remet dans les mains de celui qui n'a pas du pouvoir, on lui donne du pouvoir et on lui dit mais qui toi tu choisirais en fait. Comme ça en fait on essaye d'obtenir de l'information pour finalement avoir ce que l'on veut obtenir. Et ça c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire en négociation. C'est peut-être toi qui vas avoir la main, mais c'est pas parce que tu as la main que si tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu vas forcément perdre cet ascendant que tu as acquis. Parce que la négociation c'est ça, hein, c'est vraiment un jeu de pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, des fois, de le donner, de renverser la vapeur comme ça a été fait là, c'est vraiment puissant. Et ça te permet d'arriver encore mieux à ce que tu veux. Bon, après, il faut le faire quand tu maîtrises. Hein, c'est pas pour tout le monde, je le consens bien volontiers. En tout cas, ce qui est très amusant ici, c'est que Jean-Pierre, il se retire de facto parce que dans la description qui a été faite, ça n'a pas matché avec les attentes, je dirais, de la prétendante. Par contre, ce qui est encore plus amusant à mon sens de tout ce que je viens de dire, c'est que comme il l'a très bien compris, elle est très forte en valorisation, en manière de présenter pour aller chercher le maximum d'argent. Je le ressens moi aussi, c'est incroyable. Elle est vraiment très forte, elle est convaincante et elle est convaincue. C'est vraiment pour moi les deux ingrédients essentiels pour toute levée de fonds. Et voilà, il a raison de lui dire si j'ai besoin, je te demanderai des conseils, parce que c'est vrai qu'elle a une vraie capacité à convaincre, et ça vaut de l'or. Alors, moi je trouve le produit vraiment très chouette. Il est très agréable à porter, il est facile d'utilisation, donc franchement bravo pour ça. Merci. Après, j'ai un petit sujet, mais qui est propre à, on va dire, à ma philosophie. Je crois assez peu à j'envoie un SMS pour dire au secours. Ouais. Parce que au moment où je l'envoie, ce proche-là, je ne suis pas sûre qu'il puisse réceptionner le message. Par exemple, si maintenant, là, ma fille m'envoie un message, au secours, maman, je vais clairement pas le lire. Et deux, je pense que pour la personne qui porte le bijou, c'est un peu lui faire croire que parce qu'elle a ça, elle n'a pas à faire attention à son environnement.
Mais encore une fois, c'est très personnel. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je passe. Bon, alors, dans les 3 restants présélectionnés, lequel veut y aller pour prendre la parole? C'est marrant parce que je ne l'ai pas du tout dit de la même manière qu'elle, mais on se rejoint. C'est-à-dire que dans la mécanique du SMS, je valide aussi ses propos. Je trouve qu'il y a un truc de dérangeant. Après, moi, je n'ai rien à dire de plus que ce qu'elle vient de dire. Si ce n'est que les problèmes, quand tu signales un problème de cet ordre-là, c'est-à-dire tu es en phase d'agression, tu appuies sur ce truc, c'est presque déjà trop tard. Ça va plus loin que ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que même si tu te fais agresser, tu reçois le SMS, je me fais agresser. Mais c'est trop tard. Et pour peu que, comme elle le sous-entend, là par exemple, je suis en tournage, je suis à Paris et tu es à Lyon, mécaniquement, matériellement, enfin géographiquement, tout ce que tu as envie, quoi. C'est juste, ça sert à rien en fait. Ça revient un peu à ce que je disais. La réalité, malheureusement, c'est que c'est pas à des citoyens à régler ce problème. C'est à l'État. C'est là pour une fois que c'est le travail de l'État et que malheureusement il ne le fait pas. J'ai envie de dire, si quand quelqu'un est responsable de quelque chose, on le dédouane et on lui apporte des solutions pour qu'il ne le soit pas, on marche sur la tête. Alors, je pense qu'il y a un marché pour ça, et puis la preuve, elle est quand même là. Je trouve qu'il est très joli et qu'il y a moyen aussi de venir bonifier l'achat pour pouvoir générer un panier d'achat qui est plus élevé et de façon récurrente. Nonobstant, à l'évolution aujourd'hui, on est au tout début et la technologie évolue rapidement. Donc, il va y avoir énormément d'argent à investir pour pouvoir continuer à faire évoluer cette technologie et que ça demeure dans l'air du temps pour être un produit que les gens ont encore envie et que ça se connecte et tout ça. Alors ça, c'est de 1. Et 2, la valo, qui est quand même substantielle. Et dans le moment, la distance aussi. Alors tout ça mis ensemble, pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est un peu prématuré d'embarquer dans cette aventure-là. Alors, pour ces raisons-là, moi, je vais passer. Ça a été dit élégamment, mais la valo est substantielle par rapport au chiffre d'affaires. C'est vraiment important de le préciser. C'est-à-dire qu'on est face à une valorisation démesurément élevée et payée. Ça aussi, il faut le préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vraiment important. Elle subit, malheureusement, par rapport à son produit, une double problématique. C'est-à-dire qu'elle a fait une levée de fonds, que la levée de fonds a validé une valorisation élevée et que du coup, aujourd'hui, elle doit continuer de s'aligner sur cette valorisation élevée malgré un chiffre d'affaires qui n'est absolument pas en corrélation avec la valorisation qu'elle a réussi à obtenir quand, à mon avis, il n'y avait pas autant de chiffre d'affaires. Donc malheureusement, ça fait peur, ça fait froid dans le dos et ça montre aussi les limites du système de ces levées de fonds où quand tu commences à te confronter au marché, finalement, le marché te donne le là. Et quand ça ne correspond pas à ce que tu as vendu, c'est plutôt mal barré pour la suite. Hein. Donc si on fait un petit point intermédiaire, on n'aura pas de femmes dans les populations. Désolé. Ceci dit, il te reste 2 hommes qui ont une très grande part de féminité entre eux et qui vont pouvoir c'est exactement ce que j'allais dire. donner leur position. Mais on a quand même le roi de l'hardware et du software et le réseau B2C et surtout le business model B2C à calibrer de l'autre côté. Bon, le roi du hardware, il va parler. Ave César. Merci mon ami. Pour moi, c'est compliqué parce que je vois beaucoup de problèmes. Ouais. Et vous arrivez en fait à un prix de revient qui vous condamne à vendre en direct. Si vous voulez passer par des distributeurs, il va falloir vraiment faire baisser la BOM, le coût du matériel, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Et en plus, vous êtes, alors ça c'est sûrement à cause de votre talent, mais vous êtes enfermé dans une valorisation dès le début, quand même assez importante. Et donc ça vous enferme maintenant de lever sur des montants assez importants, alors que les revenus ne sont pas là. Et donc la proposition pour un investisseur, elle est quand même très compliquée. Et tout ça mis bout à bout font que malheureusement, je ne vais pas vous suivre. Alors ce qui est intéressant avec Eric, c'est qu'il a souligné directement la possibilité pour augmenter le chiffre d'affaires. Plutôt, je devrais dire qu'il a envisagé d'ailleurs. Il a envisagé finalement de vendre dans des grandes enseignes. Et du coup, il a souligné un élément que je n'avais pas vu du tout, c'est le problème de marge que cela représente, puisqu'en fait, quand tu vends avec des enseignes, il faut laisser la marge à l'enseigne. Du coup, j'avais quand même parlé de pourquoi tu avais fixé ce prix-là et pourquoi on n'avait pas fait un x4. Mon x4, c'était pas si idiot que ça, parce que du coup, ça t'ouvrait la possibilité de mettre le produit dans des grandes enseignes, ce qui naturellement aurait démultiplié le chiffre d'affaires. Sauf que
on en revient toujours au même problème. Le chiffre d'affaires n'étant pas suffisant par rapport à la valorisation, les investisseurs ne veulent pas se positionner. Et moi, je crois que jusqu'à la fin, personne ne se positionnera parce qu'il y a un trop gros écart entre le revenu dégagé et le revenu réel de cette société et la valeur qui a été réussie, enfin la valeur qui a été signée à un premier tour de table et dans laquelle elle s'est emprisonnée, comme l'a très justement dit Eric. Bon, au final, toi, qu'est-ce que tu dois en tirer? Ce qui est important, c'est que, tu vois, ça c'est une erreur, je pense qu'on fait tous. On pourrait se dire, elle a de la marge. Moi, tout à l'heure, quand j'ai écouté sa marge, elle avait de la marge. Je me dis, écoute, elle fait 1 x 3, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire 1 x 2. Là, on est sur 1 x 3, c'est cohérent. Ben non, en fait. Parce que le problème, c'est qu'après, il y a un moment donné, quand tu veux te déployer, et ça, on a tendance à l'oublier, si ta marge n'est pas suffisante pour le faire, tu n'y arriveras pas. Par exemple, les choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas, c'est que si tu veux te développer sur un marché américain alors que tu es sur un marché français, l'argent qu'il faut pour amorcer le marché américain est beaucoup plus important que l'argent qu'il faut pour amorcer le marché français. Ça marche bien, le développement à l'international quand tu es américain pour aller dans d'autres pays qui sont plus petits que toi, parce que comme tu es dans un très gros pays et que tu fais de la marge, l'argent pour développer le plus petit pays, tu l'as toujours. Mais par contre, dans le sens inverse, quand tu es français comme elle et que tu veux développer un marché plus gros, l'argent pour alimenter les stocks au départ, tu l'as pas forcément. Donc c'est là que tu comprends l'importance d'avoir une marge suffisante pour se développer. Et la marge, on n'en gagne jamais assez. Donc demande-toi toujours, quand tu crées une boîte, quand tu calcules tes marges, si un x4 ou un x5 ne serait pas préférable, même si tu fais moins de ventes, parce que ça peut t'ouvrir les portes de distributeurs qui, eux, vont venir compenser la perte des ventes que tu as en direct par le volume qu'ils vont t'apporter. Et c'est des calculs que trop d'entrepreneurs ne font pas quand ils se lancent et même pendant leur aventure entrepreneuriale. Là, par exemple, à la sortie de tout ça, je ne sais pas si elle va avoir un financement ou pas, j'ai des doutes, mais bon, passons. Elle pourrait très bien augmenter ses prix et garder l'idée. Beaucoup de gens n'osent pas faire ça. Ils se disent, j'ai un prix et ce prix restera toujours le même toute ma vie. Ils n'osent pas le monter, ils n'osent pas le modifier, ils n'osent même pas tester. Mais tu dois le faire. Si tu as un produit quel qu'il soit, n'hésite pas à le mettre à des prix différents pour voir de quelle manière ça fonctionne le mieux et pas que en termes de chiffre d'affaires, aussi en termes de développement. Parce qu'une boîte qui ne se développe pas, une boîte qui ne lance pas des projets, c'est une boîte qui finit par mourir. Il faut tout le temps essayer des choses, mobiliser de l'argent pour essayer ces choses parce que sinon, tu n'arriveras pas à franchir le cap de ton chiffre d'affaires, de tes objectifs, même de la survie de ta boîte parce que ta boîte, si elle ne se développe pas, malheureusement, elle meurt. Voilà. Donc, c'est vrai que la marge, on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qu'on ne travaille jamais suffisamment et à aucun moment d'ailleurs de son aventure, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Il faut tout le temps la travailler ta marge, de plusieurs manières et surtout de sorte qu'elle t'apporte le développement nécessaire à la survie de ton entreprise parce qu'il en va de sa survie. Bon, donc on n'aura pas de femmes, on n'aura pas le roi du hardware. Après, sur le sujet de la valo, pour en discuter, je peux pas du tout fermée sur une valo. Mais ça tombe bien parce qu'Anthony aime bien discuter des valos. Il nous reste donc le roi du B2C et de la communauté. C'est un chiffre. C'est le risque, mais c'est le risque de planter une valo trop haute. J'ai fait cette erreur moi aussi dans certains tours de table. Tu veux paraître très confiant et tu vas annoncer une valo très haute. Et en réalité, tu réalises que les gens ferment le dossier avant de l'avoir ouvert. Et tu n'as qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Et une fois que le dossier est fermé, on le réouvre rarement. Bref, c'était mon petit point mathématique. Point 1, bravo parce que tu as plein d'idées, plein d'énergie, tu es jeune, tu t'es lancé, donc félicitations. Et je pense que tu tiens un truc, mais pas le bon bout, à mon avis. Parce que je pense que tu as vraiment une vocation de défendre les femmes, les enfants, les personnes âgées, on va dire l'humain de manière générale, et que ce serait beaucoup plus intéressant pour toi d'être une société de technologie qui va inventer, qui va créer, qui va potentiellement vendre en B2B plutôt qu'en B2C. Oui. Et ce serait beaucoup plus rémunérateur et tu toucherais encore plus de monde. Parce que là, tu as plein de métiers en fait à gérer, tu as plein de casquettes. Concentre-toi peut-être sur ta mission principale qui est aider le quotidien des gens, le sécuriser et c'est là que tu vas créer de la barrière. Donc moi, si j'étais toi, je m'éloignerais du côté B2C pour me concentrer sur vraiment une technologie. Et à ce moment-là, je pense que tu justifieras, tu vois, ta valorisation. Oui. Et c'est dans ce cas-là que j'aimerais, moi, te reparler, tu vois, dans quelques mois, quand tu auras réfléchi. Dans cette configuration, je passe mon tour.
Merci beaucoup Ludivine et bravo. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage. Bon, la porte se ferme d'une manière élégante. Anthony lui dit la même chose que les autres avec un peu plus de tact, tout en ayant malgré tout précisé qu'elle s'est trompée de cible sur le produit, c'est-à-dire la façon dont elle le développe. Il aurait préféré du B2B plutôt que du B2C, mais ça après, bon, j'ai envie de te dire, on pourrait toujours refaire une histoire de la perspective d'un autre, c'est-à-dire que autant de personnes que tu mettras face à une situation, regarde même moi mes analyses que je fais de ces émissions, autant que nous serons à avoir des avis divergents. C'est un petit peu le jeu de la vie. On est différents, on a des différentes sensibilités, on aborde les problèmes de façon du coup différente. Bon, c'est pas le propos ni le jeu, je pense. Je pense vraiment que là, on a affaire à quelqu'un, comme je l'ai dit tout le long, qui est parti sur une valorisation trop élevée. J'en profite du coup pour te dire que tu rêves toi aussi, et ouais, comme moi. Parfois, on se voit plus gros que ce que l'on est. Parfois, on a tendance à s'imaginer des choses concernant notre propre situation, notre propre patrimoine. On va avoir tendance à surévaluer nos biens. Quand on les vend, on est déçu. Quand on les vend, on n'a pas envie de baisser le prix parce qu'il y a de la fierté, il y a de l'ego, il y a moi, j'avais calculé sur ce prix-là, je comptais sur ce prix pour faire ceci, je comptais sur l'argent pour faire cela. Mais en fait, on s'en fout de toi encore une fois. On s'en fout de toi, on s'en fout de moi. Notre avis, il compte pas. La seule personne qui a toujours raison, la seule personne qui a le dernier mot, la seule personne qui est qui a la vérité absolue sur le prix des choses, c'est pas une personne, c'est le marché. C'est le marché qui tranche. Et le marché a toujours le dernier mot, il a toujours raison, et c'est comme ça. Après, c'est toi qui composes avec. Il y a des bons moments pour vendre, il y a des bons moments pour acheter, et vice-versa. Malheureusement, la vie, elle est comme ça. Je crois que cette émission, elle doit te permettre de tirer une leçon essentielle. C'est que parfois, à vouloir trop gagner, comme il l'a dit Anthony Bourbon, à vouloir surévaluer, à vouloir être plus gros que ce que l'on est, on y perd beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer. On s'en fout en fait. C'est pas parce que tu as 100 appartements que tu vaux plus que quelqu'un qui en a 10. C'est pas parce que tu as je ne sais quelle montre au poignet, quelle voiture que tu conduis, quelle maison que tu possèdes, que tu es un meilleur humain que moi ou un autre. La vérité, c'est qu'il faut faire d'abord des choses qui te passionnent. Il faut essayer dans ce que tu fais d'impacter le maximum de personnes. Et naturellement, si tu aimes ce que tu fais, si ce que tu fais a du sens pour toi et que ça a du sens pour tes clients, ça va décoller. Et quand comme elle, eh bien, ta société, elle ne prend pas le virage que tu veux, elle n'a pas l'amplitude ou elle ne vend pas, ou enfin bref, elle ne fonctionne pas comme tu aurais imaginé au départ, ben c'est pas grave. Faire et refaire, c'est travailler. On apprend de ces échecs, on se nourrit des situations et des problèmes qui se présentent à nous, on se relève, on avance et il n'y a pas de problème. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, mais pourquoi tu parles d'échecs, de se relever? Bien parce que ton humble serviteur a fait des recherches. Et malheureusement, cette société a fait faillite parce que là, on n'est pas sur les qui veut être mon associé de l'année dernière. On est sur les qui veut être mon associé d'il y a 2 ans. Et c'est le dernier épisode d'il y a 2 ans. Donc, cette société, j'ai fait des recherches et elle a fait faillite. Elle n'a pas survécu. Je n'ai pas les détails, mais rien n'a été précisé. Le site est toujours en ligne. Tous les stocks sont épuisés. On ne peut plus rien commander. Et effectivement, il y avait pas mal d'associés dans l'entreprise. Bon, tout s'est arrêté et les personnes qui ont investi ont donc perdu leur argent. Donc ça te montre que voilà, il ne faut pas vouloir paraître plus gros que ce que l'on est. Essaye déjà d'assumer ta situation, ce qui est déjà pas facile. On va quand même se le reconnaître. Nos situations respectives sont ce qu'elles sont. Les assumer, c'est pas toujours simple pour certaines personnes. Et le fait est que chaque chose arrive en son temps. Peut-être qu'elle aurait pu faire ses 500 000 € comme elle le souhaitait le faire si elle s'était pris différemment. Mais aussi, il faut le préciser, sa sensibilité n'était pas celle d'Anthony Bourbon. Du coup, elle a mené sa boîte comme elle l'a voulu et aujourd'hui, elle fait autre chose et grand bien lui fasse. Moi, en tout cas, je lui souhaite que du bon pour la suite. Je pense que vraiment, elle a en tout cas mené un projet à bien, un projet pour lequel, je le rappelle, elle n'avait aucune compétence et aucune affinité particulière. Elle s'est associée pour réussir à produire le bracelet et ça, c'est fabuleux
Parce que je vois plein de gens qui se mettent des barrières et qui ne commencent aucune aventure entrepreneuriale alors qu'ils n'ont aucune raison de se mettre toutes ces barrières. C'est eux-mêmes qui s'empêchent de réaliser les choses. Alors que là, on a quelqu'un qui n'a aucun moyen de le faire par elle-même, mais qui, en s'entourant des bonnes personnes, a réussi à donner vie à son projet. Et cette expérience qu'elle aura construite, ça lui servira toute sa vie durant en fait. Qu'elle ait continué l'entrepreneuriat ou pas, qu'elle ait continué dans les entreprises à son compte ou pas, qu'elle soit salariée, peu importe ce qu'elle fait aujourd'hui, je suis certain que cette aventure lui servira durant toute sa vie. Je ne suis pas du tout déçue parce que tous les retours en fait étaient super bons à prendre et qu'ils ont raison qu'on a besoin de se structurer. Quand on est entrepreneur, il y a toujours des galères, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas vu venir. Et moi, j'adore dire tous les jours, oui, mais un problème, une solution. On trouvera toujours des solutions. Et quand on est entrepreneur, il faut savoir rebondir vite et de manière efficace pour ne pas impacter tout le reste derrière. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut que tu aies si tu te lances à ton compte ou si tu investis. Et je dois l'ajouter aussi, ça fait 2 points, hein, tu vois, on finit comme on a commencé. Et c'est important que tu l'entendes, mais elle l'a très justement précisé, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est des galères à répétition et ta capacité à résoudre les problèmes. Je le dirai jamais assez, ça n'est pas une promenade de santé, ça n'est pas un long fleuve tranquille, tu vas avoir des nuits où tu vas mal dormir, tu vas avoir des gros problèmes. Tu vois, là, en l'occurrence, elle a fait faillite et je pense que ça a été extrêmement galère pour elle de gérer ça, émotionnellement et à tous les niveaux. Et franchement, ne va pas t'imaginer que c'est accessible et facile et que voilà, tac, 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 c'est comme sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, et moi j'essaye de pas trop critiquer ça, critiquent le côté vendeur de rêve des réseaux sociaux. Moi je pense malheureusement, et j'en suis désolé, qu'il faut vendre un peu du rêve pour que certaines personnes se lancent parce que si tu ne rêvais pas, ben, tu ne le ferais jamais. De même que, faut être un peu, je dirais... faut avoir un petit peu une capacité à ignorer la réalité telle qu'elle est parce que parfois il y a tellement de problèmes qu'en réalité tu te dis mais pourquoi je me suis lancé à mon compte tellement j'ai de problèmes et que donc il faut être capable d'ignorer cette réalité pour continuer parce que si tu la regardais réellement en face, ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs je pense qui arrêteraient. Le pendant à tout ça c'est quand même la liberté. Je pense que ce qui relie tous les entrepreneurs c'est la liberté ressentie et que tu vis au quotidien en faisant ces métiers à ton compte que tu ne ressens pas du tout quand tu es salarié. Alors, certains salariés ont cette liberté, mais pas tous. Et au final, la mentalité, l'état d'esprit, c'est, je pense, de mon opinion en tout cas, le point central de toute activité entrepreneuriale. Avec la bonne mentalité, le bon état d'esprit et le bon entourage qui est dans le même mood que toi, tu peux arriver à bâtir des montagnes, à bâtir des châteaux, à bâtir des projets complètement fous. Il n'y a aucune limite. Mais dans la mesure où, bien évidemment, comme elle l'a dit, tu te sens capable de relever les manches et de faire face à tous les problèmes qui vont se présenter à toi. Merci d'avoir écouté cette émission et je suis ravi de les refaire à nouveau. Ça me donne un plaisir immense. L'entrepreneuriat, c'est tout autant intéressant que l'investissement. Tu retrouves les mêmes mécaniques avec plus de complexité, il ne faut pas quand même l'oublier. Si tu as envie que je t'accompagne ou que je t'aide dans ces mécaniques, eh bien, tu as mon site internet immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et dans l'onglet coaching, eh bien, tu réserves 1 heure de coaching avec moi. Et puis moi, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!